Là, ça sera l'exocytose et la présentation de l'antigène exogène au niveau de CMH2. Ça, concernant la présentation de l'antigène, on passe donc au mécanisme de l'activation et de la différenciation. Donc, au niveau de la rate ou bien des ganglions, les CPA captent les antigènes des tissus et migrent vers la lymphe et le sang, puis vers les organes lymphoïdes secondaires, la rate et les ganglions. Au niveau de ces ganglions et rates, il y avait un milieu favorable pour la présentation, pour l'activation des lymphocytes. Donc, ces organes sont peuplés par des cellules dendritiques qui ont capté l'antigène et bien sûr migré vers ces organes. Ou bien également des antigènes qui sont filtrés par la lymphe ou bien par le sang au niveau des ganglions et au niveau de la rate pour le sang. Ces antigènes sont capturés directement par les cellules dendritiques et les macrophages qui hébergent ces organes secondaires. Donc on a l'antigène au niveau des organes lymphoïdes ou bien au niveau des tissus. Il y avait des CPA résidentes qui captent l'antigène, puis ces cellules migrent vers les deux circulations, la lymphatique ou bien sanguine. L'essentiel, au niveau de ces organes lymphoïdes, il y avait un rencontre entre la cellule présentatrice d'antigène, essentiellement la cellule dendritique s'il s'agit d'une première infection. Et c'est une deuxième infection, il y avait déjà des LT mémoires ou bien des LB mémoires. Alors directement, il y avait la présentation par les macrophages. Mais les cellules dendritiques sont surtout lorsqu'il y avait une première infection. C'est pour ça que ces cellules sont nommées cellules présentatrices d'antigènes professionnelles, les cellules dendritiques. Alors, ces cellules-là, donc on parle bien sûr de la maturation des LT4. Donc les cellules dendritiques présentent l'antigène exogène au niveau de CMH du type 2. Alors, on a ici le lymphocyte TCD4, NAIF, rencontre pour la première fois donc l'antigène. Ce rencontre est renforcé par le CD4 parce que pour donner un signal déterminant et favoriser l'activation de LT, il faut que le rencontre bien, la liaison soit de longue durée. Donc, il y avait une liaison longue durée pour rentrer dans l'activation. Alors, la reconnaissance et la fixation représentent le premier signal d'activation. Ce premier signal a par conséquence l'activation d'un cascade de signalisation par une enzyme nommée la tyrosine kinase associée au CD4. Donc, ça, c'est le CD4. Au niveau de la partie cytoplasmique de CD4, il y avait une enzyme tyrosine kinase liée. Cette enzyme, lorsqu'il y a la liaison de TCR avec l'antigène porté par le CMH2, donc le CD4 se rapproche et renforce la liaison. Et le rapprochement et active l'enzyme. L'enzyme, par suite, il fait la phosphorylation des étames de CD3. Donc, vous vous rappelez, c'est que au niveau de CD3, on a des fragments étames. Immunotyrosine, ou bien base tyrosine, tyrosine activated motif. Immunorécepteur tyrosine based activating motif. Pardon. Donc, ce CD4
ou bien au niveau de la partie cytoplasmique de CD3, il y avait ces tyrosines. La phosphorylation de tyrosine donc recrute d'autres protéines de signalisation. Donc il y avait des protéines liées pour donner un cascade de signalisation dirigée vers le noyau. Le résultat de ce cascade, c'est l'expression des diverses molécules d'adhérence. Donc, le cascade de signalisation est responsable de l'expression des molécules d'adhérence. Au niveau de quoi? Au niveau, bien sûr, de lymphocyte CD4, au niveau de lymphocyte T, helper. Ces molécules d'adhérence sont représentées par le CD2, le CD45R, R désigne récepteur. يعني le CD45, c'est le récepteur d'un autre fragment, qui est le CD22. Donc, nommé CD22. On a également le LFA1. C'est l'abréviation en anglais de Lymphocyte Function Associated Antigen 1, ou bien français antigène associé à une fonction leucocytaire. Et essentiellement le CD28. Pardon. Comme il y avait une réorganisation de cytosquelette produite. Donc ici, lymphocyte est de forme rond. Elle fabrique une forme un peu élargie, plate, pour donner une liaison bien renforcée avec CPA. Donc, on a dit que la réorganisation de cytosquelette pour former une zone élargie de contact étroite entre LTCD4 et la cellule présentatrice d'antigènes. Cette zone est nommée synapse immunologique. Synapse, معناتها مشبك مناعي. Comme si vous vous rappelez, il y avait ce qu'on appelle le synapse nerveux. Entre les cellules nerveuses ou bien entre muscles et un nerf. Donc il y avait mishbak qui donne une rencontre via des molécules de signalisation, via des neuromédiateurs. Même ici, donc, c'est la formation d'un synapse par des molécules d'adhérence. Il y avait des molécules d'adhérence. Donc, on a le CD2, LFA1, bien sûr le TCR CD3, on a le CD4, bien sûr, sont connus, et on a le CD45R et le CD28. Ces molécules rentrent en interaction avec une très spécificité avec, alors CD2 rentre avec le LFA3 porté par la cellule dendritique. La LF1 avec le ICAM, chez molécule d'adhérence également. Donc, immuno-cell adhérence molécule 1. Également le TCR CD3 avec le CMH2. Donc, CMH2, bien sûr, il porte l'antigène. Ici, on a l'antigène. Le CD4 également avec le CMH2. CD45R avec le CD22 et le CD28 avec le B7. Ce signal, ou bien ce rencontre entre CD28 et B7 représente le deuxième signal nommé signal de costimulation. Ce signal de costimulation, donc le signal de costimulation simule la production de l'interleukine 2 et l'expression membranaire de l'interleukine 2 par les LTCD4. Donc, il y avait le rencontre de synapse immunologique et il y a bien sûr la costimulation, le signal provoque quoi? Provoque la synthèse de l'interleukine 2 qui est un facteur majeur d'activation des lymphocytes CD4.
et également la fabrication des récepteurs par ce fragment, par ce signal de co-stimulation. Donc, l'interleukine 2 agit, se lie dans leur récepteur membranaire et provoque la signalisation à l'intérieur. Le résultat de cette signalisation, c'est l'entrée de la cellule dans la prolifération. Elle se prolifère, donc ça a une expansion clonale. Le nombre de ça. Et bien sûr, le rencontre ou bien la signalisation, c'est-à-dire ces molécules d'adhérence rencontrées entre les CPA et les sulicidicates provoquent également une cascade de signalisation au niveau de CPA. Le résultat de la signalisation, c'est la fabrication de diverses cytokines. Ces cytokines agissent sur les cellules proliférées pour la différenciation, leur différenciation en voies différentes selon les cytokines fabriquées par ou bien sécrétées par CPA. Donc on a ce schéma. Donc on a une synapse immunologique, le signal de co-stimulation. Donc la cellule CD4 rentrer dans l'expansion clonale ou bien dans la prolifération par des mitoses successives. Et au cours de cette prolifération, donc, elle reçoit des cytokines différents libérés par CPA. Donc, selon le cytokine capté par le lymphocyte T, cette dernière, ou bien ce dernier, va s'engager dans une voie de différenciation. Pour donner, on a les LT helper 1, les LT helper 2, les LT régulateurs, les LT R1H3, on a les LT 17 et des LT helper mémoire. Donc les LT helper mémoire ont les différentes cytokines, différentes molécules d'adhérence intervient dans la formation de synapses immunologiques. Une fois elle rencontre un antigène porté par macrophage ou bien même cellule dendritique, le même antigène premier, c'est-à-dire le même antigène pour deuxième fois, une deuxième rencontre. Donc directement, il y a la signalisation et l'entrée dans l'expansion clonale. Alors, vous voyez un schéma qui renferme ou bien qui présente les différentes cytokines sécrétées par les cellules dendritiques. Donc on a, ça dépend les cytokines. Ces cytokines sécrétées représentent le troisième signal de différenciation. Alors on a le premier signal, c'est le premier rencontre entre le CD4 et CPA. Deuxième signal, c'est la liaison CD28 avec le B7 des cellules présentatrices d'antigènes qui provoque la libération ou bien la synthèse de l'interleukine 2 et l'expression membranaire des interleukines 2. Et le troisième signal sont des cytokines libérées par CPA pour l'engagement dans la différenciation. Le premier cytokine, ou bien, il y avait on commence ici, on a l'interleukine 10, l'interleukine 10 dans ce qu'on appelle des LTH1R3. Ces LTH1R3 ont un rôle régulateur de l'immunologie ou bien de la réponse immunitaire dans les muqueuses. Ces régulateurs, c'est-à-dire elles suppriment lorsqu'il y avait un déclenchement, expansion clonale ou bien différenciation, donc si LT fait le blocage, elle stoppe la prolifération. Ces interleukines ces LT, ces lymphocytes H1R3 sécrètent de l'interleukine 10 et de TGF bêta. TGF, c'est Transforming Growth Factor bêta. C'est un facteur de croissance inhibiteur, fait l'inhibition.
On a, c'est le cytokine sécrété par le CPA, c'est de l'interleukine 4. Donc, lymphocyte capte ce cytokine et elle dirige vers la voie de différenciation en LTH helper 2. Ils sont caractérisés par la sécrétion des deux interleukines 4 et 5. Le rôle des LTH2, c'est l'activation des lymphocytes B. Si les cytokines captées par les lymphocytes sont l'interleukine 12 et l'IFN gamma, c'est-à-dire interférent. IFN, c'est un interférent. Gamma, le lymphocyte se dirige vers la différenciation en LTH1, LT helper 1, qui sécrète les deux interleukines 2 et l'IF1 gamma. Donc, l'interféron gamma. Et le rôle de ces lymphocytes, c'est l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. C'est au cours de la différenciation, donc l'interleukine captée par les interleukines captées par le lymphocyte sont le TGF bêta et l'interleukine 6. Ce lymphocyte se dirige vers la différenciation en LTH 17, LT helper 17, qui sécrète les deux interleukines 6 et 17. Et ont un rôle dans la défense contre l'inflammation chronique et les maladies auto-immunes. Ici, l'interleukine sécrétée par CPA, c'est de TGF, ou bien cytokine, c'est de TGF, Transforming Growth Factor Beta. Le lymphocyte se dirige pour être un LT régulateur. Il sécrète de TGF bêta et de l'interleukine 10. Et il a un rôle dans l'inhibition de la prolifération d'autres LT. Donc, ici, et même ici, sont les mêmes, sont des régulateurs. On a des régulateurs, mais ici, au niveau des muqueuses, mais cette prolifération, c'est dans les ganglions, ou bien au niveau de la rate. Alors, également le schéma qui présente les différentes cytokines et les voies de la différenciation. Alors, le troisième signal détermine le devenir des lymphocytes CD4 en l'orientant à s'engager vers l'une ou l'autre des subpopulations sous-citées, les 5 populations, avec bien sûr les M, les LTM, les générations des LTM. Bon, à partir de ce qu'on a vu, on peut déduire que les lymphocytes auxiliaires ou bien nommés helpers n'ont pas un rôle antigénique direct, c'est-à-dire n'attaquent pas des antigènes directement, mais elles ont, c'est-à-dire elles sont des lymphocytes ou bien les cellules, elles sont nécessaires pour l'activation et la différenciation des LB et des LT cytotoxiques. Donc, sans LTH, le système immunitaire est totalement sera échoué. Pas de réaction immunitaire. Il y a par exemple des virus comme le virus de VIH qui se fixe, ce virus donc se fixe au niveau des récepteurs CD4, au niveau des cellules qui ont le CD4. On a les lymphocytes helpers et les macrophages. Donc, ce virus donc, bloque le fonctionnement de ces cellules. Donc, le système immunitaire sera totalement échoué progressivement. Ces lymphocytes ont également un rôle régulateur en inhibant la prolifération. Donc, lorsqu'il y avait l'activation, la prolifération, le taux des lymphocytes atteint, c'est-à-dire un seuil pour l'attaque de l'antigène, alors il y a le blocage de la prolifération. Sinon, ça sera un grand problème.
ça provoque un dégât s'il y avait une prolifération non régulée ou bien non contrôlée, conduisant au cancer lié aux lymphocytes T. On passe maintenant à l'activation et la différenciation des LTCD8. Alors, les LTCD8 quittent le thymus à l'état naïf ou bien à l'état pré-cytotoxique. Ne sont pas d'abord, c'est-à-dire pris les granulytiques trouvés au niveau des lymphocytes cytotoxiques, également les récepteurs de mort cellulaire et les molécules d'adhérence intervenant dans la liaison, bien c'est-à-dire l'interaction avec les cellules cibles. Donc, elle quitte le thymus à l'état naïf ou bien pré-cytotoxique et atteint et rejoint les organes lymphoïdes secondaires, tels que les ganglions et la rate, qui représentent un lieu d'activation et de différenciation en lymphocytes cytotoxiques et LTC mémoire. Alors, cette activation et différenciation nécessite quoi? Nécessite des signaux de stimulation pour phosphoryler les items de CD3. Ces signaux de co-stimulation sont effectués par un contact avec un antigène. Donc, il y avait un contact entre LTCD8 et un antigène. Mais l'antigène, ici, n'est pas porté par les cellules cibles d'abord pour l'activation. C'est l'antigène au niveau des ganglions et de la rate porté par les cellules dendritiques. On va voir comment. Et également nécessite des signaux de co-stimulation indispensables à une activation totale induite, l'activation totale induite par l'interaction entre le CD28 porté par les lymphocytes CD4 et le B7. Donc, ce B7 est trouvé uniquement au niveau des cellules présentatrices d'antigènes. La question qui se pose, comment il y avait c'est-à-dire l'interaction avec l'antigène et du CD28 avec le B7. Donc ici, on a posé la question comment ça se fait. Sachant que les lymphocytes CD8 interagissent avec l'antigène porté par le CMH1 de toutes les cellules nucléées. Et il faut préciser que les cellules nucléées cibles n'expriment pas les molécules de expriment les molécules de CMH1, mais n'expriment pas le B7. Ce dernier, le B7, caractérise les cellules présentatrices d'antigènes et précisément les cellules dendritiques. Alors, on peut déduire que l'activation n'est pas directe, c'est-à-dire il n'y a pas l'activation des lymphocytes CD8 n'effectuée pas au contact avec la cellule cible, mais est effectuée en contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. Donc, il y avait besoin des cellules présentatrices d'antigènes pour activer les cellules, les LTCD8. Alors, également, on peut mentionner ici, c'est que les LTCD8 reconnaissent uniquement des antigènes portés sur le CMH1. Donc, ces CD8 vont reconnaître des CPA qui présentent l'antigène au niveau de CMH1 et non pas au niveau de CMH2. Donc, de ceci, on se trouve face à deux situations. Il y avait des cellules dendritiques présentatrices d'antigènes, alors les cellules dendritiques nommées matures et les cellules immatures. Les cellules matures, donc il y avait cette planche qui montre les deux différences, les deux situations. Donc, les cellules dendritiques matures sont des cellules dendritiques infectées. C'est-à-dire, il y avait un antigène rentre au niveau de la cellule dendritique et héberge la cellule dendritique.
sont des cellules infectées par virus ou bien par certaines, également des bactéries. Il y avait des bactéries qui hébergent au niveau de la cellule. Ou bien des cellules transformées également. Donc, elles expriment des antigènes endogènes au niveau de CMH1. Donc, ces cellules matures expriment des taux élevés en B7. C'est-à-dire, la maturation des cellules dendritique fluide est immature. Lorsqu'il y avait un antigène rentre ou bien héberge au niveau du cytoplasme, donc il y avait la dégradation de l'antigène, puis c'est-à-dire le passage du fragment au niveau du réticulum endoplasmique et leur couplage au niveau de cet réticulum avec le CMH1, puis elle passe pour donc s'exprime à la face, à la surface cellulaire. Donc au cours de cette maturation, il y a une expression de B7, la molécule d'adhérence B7. Alors, ces cellules matures rentrent directement avec les lymphocytes T via le TCR CD3. Donc, le TCR reconnaît lorsqu'il y a une spécificité avec cet antigène. Donc, il y avait la liaison. Cette liaison est renforcée par le CD8. Et il y avait, donc, c'est comme le premier signal. Deuxième signal de co-stimulation, c'est l'interaction entre le CD28 des lymphocytes T CD8 et le B7 des cellules dendritiques. Ce signal de co-stimulation provoque quoi? Provoque l'expression membranaire des molécules d'adhérence. Ces molécules d'adhérence sont le CD2, le CD45R, le LFA1 et également la sécrétion de l'interleukine 2 et expression membranaire de récepteurs de l'interleukine 2. Vous voyez, on a des molécules d'adhérence citées et la sécrétion de l'interleukine 2 et expression membranaire de l'interleukine 2. Donc, agit pour l'entrée de la cellule dans un état d'activation. Donc, elle rentre dans l'activation, c'est-à-dire la prolifération. Puis, leur différenciation, en quoi? En LT cytotoxique et en LT mémoire. Ça, c'est la première situation. Donc, la deuxième situation sont des cellules dendritiques immatures. La cellule dendritique immature, c'est une cellule non infectée. Mais comment elle présente le CMH ou bien l'antigène au niveau de CMH1, donc non infecté, c'est-à-dire il n'y a pas d'antigène endogène. Donc elle fait ce qu'on appelle la cross-présentation, bien la présentation croisée. Cette présentation est effectuée par des antigènes endogènes, par des antigènes exogènes. C'est-à-dire d'origine externe, rentre par phagocytose au niveau de la cellule. Normalement, le chemin normal de cet antigène, c'est leur expression au niveau de CMH2, comme on a vu. Mais il y avait des endosomes qui, au lieu de passer vers le chemin normal, elle fait une crosse, ou bien c'est-à-dire chemin croisé. Elle se dirige, c'est-à-dire ces endosomes se dirigent vers le réticulum endoplasmique rigoureux et se fusionnent avec la membrane et l'antigène se trouve à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Alors ici, le CMH1 est vide, il n'y a pas il n'est pas bloqué, alors que ici le CMH2 est bloqué par la chaîne invariante. Alors l'antigène rentre et se présente au niveau de CMH1, bien qu'il est d'origine exogène. C'est ce qu'on appelle la cross-présentation. Puis cet antigène se trouve présenté au niveau de CMH1 et au niveau de CMH2. Et je peux vous montrer ça. Donc, toujours ce livre.
d'extraordinaire dans l'immunologie. Donc, il présente ce qu'on appelle comment dirais-je, c'est un mécanisme hypothétique, c'est-à-dire les chercheurs comme une hypothèse. Parce qu'ils cherchent comment il y avait des cellules non infectées et elles présentent l'antigène au niveau de CMH1. Alors, donc ici, il y avait l'antigène exogène, rentre, ça c'est la voie d'exogène normale. Et ici, c'est la voie de la présentation croisée. Donc, il se fusionne avec le réticulum endoplasmique rigoureux et se trouve lié avec le CMH du type 1. Et toujours, il provoque ou bien il pose comme des hypothèses. Voilà. Alors, le problème de ces cellules immatures qui présentent la cross-présentation, c'est qu'elles ont peu de B7. Elles n'expriment pas beaucoup de B7. Pour exprimer des taux élevés en B7, donc ces cellules ont un besoin d'interaction avec les lymphocytes H1 qui reconnaissent l'antigène porté sur le CMH1 via l'interaction entre le CD40L trouvé au niveau des lymphocytes H1, helper 1, et le CD40 trouvé au niveau des cellules dendritiques. Elle désigne ligand, c'est-à-dire le ligand de CD40, le ligand de CD40. Ligand de ce, c'est-à-dire comme il y avait interaction entre récepteurs, parfois ils disent ligand, parfois récepteur, alors il y avait interaction entre ces deux molécules. Voilà. Après avoir interagir c'est-à-dire les cellules LT, donc on a des LTH1, se trouvent en interaction avec les cellules dendritiques qui présentent l'antigène au niveau de CMH2. Comme on la voit ici, il y avait deux présentations dans le CMH2 et CMH1 par la cross-présentation. Donc la liaison toujours est renforcée par le CD4 et le CMH1 ou bien l'antigène porté par le CMH1 va se lier avec tiers des lymphocytes CD4. Donc, il y avait la liaison de deux cellules à la fois. La liaison donc de LTH1 au niveau avec la cellule dendritique via le CD40L, voilà, avec le CD40L, avec le CD40, provoque une cascade de signalisation à l'intérieur de la cellule qui a comme résultat l'augmentation de l'expression de B7. Donc, augmentation de l'expression de B7 au niveau de la membrane. Alors, une fois le B7 se trouve avec un taux ou bien des nombres élevés de molécules au niveau de la membrane, donc il y avait l'interaction entre ce B7 et le CD28 des cellules LT CD8. Ça, c'est le signal de co-stimulation. Donc, le premier signal, c'est l'interaction TCR avec le CMH1 qui porte l'antigène, la liaison renforcée par le CD8. Puis, il y avait le signal de co-stimulation qui provoque une signalisation à l'intérieur de la cellule CD8. Quels sont les résultats? Les résultats, c'est l'expression membranaire. Alors, il y avait l'expression des molécules d'adhérence, le CD2, CD45R et ALF1
Donc, et le co-sitter function associated antigen 1. Comme il y avait la sécrétion de l'interleukine 2 et l'expression membranaire des récepteurs pour l'interleukine 2. Donc, l'interleukine 2 agit par la voie autocrine. Agit par la voie autocrine. Et un supplément de sécrétion, bien sécrétion supplémentaire de l'interleukine 2 est donné par les LT helper 1. Ici, si les LTCD8 expriment un peu d'interleukine 2, ne suffit pas par un véritable rentrée de la cellule dans l'état d'activation. Donc, un supplément ou bien de l'interleukine est sécrété par cette helper 1. Alors, ces signaux de premier signal d'interaction entre le CMH1 qui porte l'antigène avec le TCR CD3 et CD8, le signal de co-stimulation CD28 et CD28 et B7, et également l'interleukine 2, donc provoquant l'entrée de la cellule dans un véritable état de prolifération. Donc, elle se prolifère, elle s'augmente de nombre, puis elle se différencie en LT cytotoxique qui renferme des enzymes lytiques et elle exprime les molécules d'adhérence décrites. Donc, ces molécules d'adhérence. Et également, il y avait des... voilà, on a les renfermes, ou bien les vésicules qui renferment des grands enzymes et des perforines, les enzymes lytiques et ces molécules d'adhérence. Et également, on a des LT mémoires. Alors, ces LT cytotoxiques quittent les organes secondaires, la rate et les ganglions, et sont caractérisés donc par l'existence de 6 granules, l'expression membranaire des molécules d'adhérence, et elles renferment un TCR avec le CD3 et un CD8. Ces lymphocytes T quittent les organes lymphoïdes vers les tissus. Donc, elles circulent et cherchent des cellules cibles qui portent le même antigène, induisant leur activation et différenciation. Alors, toujours, il y a une spécificité. Donc, entre TCR et l'antigène porté par le CMH1. Alors, lorsque un lymphocyte cytotoxique trouve un antigène porté par le CMH spécifique à leur TCR, directement, elle le capte. Alors, elle le capte et elle établit donc le synapse immunologique. On a un synapse comme on a vu entre les LT helper et les cellules présentatrices d'antigènes. Il y avait un synapse immunologique. Ici également, il y a la formation de ce synapse. Avec bien sûr certaines différences, on va donner ces différences. Donc, le synapse est formé entre le CMH1 qui porte l'antigène avec le TCR-CD3. Le CD4 renforce la liaison entre le CD22 de la cellule cytotoxique et le CD45R de la cellule cible. Et entre... bon, ici, il y avait l'inverse, n'est-ce pas? Alors, c'est ici, la cellule cytotoxique, elle exprime le CD45R. Le CD45R, et ça, c'est le CD22. Alors, on a le CD45R par la LT cytotoxique et le CD22 par la cellule cible, existe au niveau de la cellule cible. Il y avait une interaction entre le LF11 avec le ICAM de la cellule cible, entre le CD2 et le LFA3 de la cellule cible. Voilà. On va donner quelle différence existe-t-il entre
le synapse immunologique établi entre l'LT cytotoxique et la cellule cible et le synapse de LT helper et la cellule présentatrice d'antigène. Donc voilà le schéma qui montre les deux synapses. Vous voyez, le lymphocyte H et la cellule présentatrice d'antigène, on trouve l'interaction CD28 B7, le signal de co-stimulation. Alors ici, non, on ne trouve pas de tel signal. Parce que l'interaction est effectuée entre la cellule C, ou bien synapse immunologique, est établie entre la cellule C cytotoxique et la cellule cible. Bon, ici, la différence, pourquoi? Il y avait ici de CD28 et CD B7. Donc, le signal de co-stimulation, c'est le signal indispensable à l'entrée de lymphocytes dans l'état de la prolifération. Alors ici, le synapse immunologique est formé entre les deux cellules lors de l'activation et de la prolifération. Alors que ici, le synapse immunologique est formé dans le stade de l'attaque déjà. C'est bon, la cellule cytotoxique est différenciée et ici, elle est prête pour l'attaque contre la cellule cible infectée par un virus ou bien la cellule tumorale. Et également le lieu de la formation de ce synapse. Donc ici, dans les organes lymphoïdes secondaires, tels que la rate et les ganglions, parce que lors de l'activation et de la différenciation, ici dans les tissus, en contact des cellules cibles. Et le reste, c'est presque identique. Donc on a le CD2, LFA3, LF1 et CAM. Alors, c'est pareil. Également le CD45R, le CD22. Et également, c'est pareil. CD22 de la cellule cible, CD45R de la cellule cytotoxique. Et le reste, bien sûr, on a TCR avec CD3, avec le CMH2 qui présente un antigène exogène. Il rentre vers la cellule. Et la liaison renforcée par le CD4. Ici, on a de TCR CD3 qui reconnaissent un antigène endogène présenté au niveau de CMH1, la liaison renforcée par le CD8. Bien. Alors ici, on a l'établissement de la cellule de synapse immunologique et la cellule donc est prête pour déclencher les réactions cytotoxiques. Ce schéma renferme la réaction cytotoxique par la voie de perforine granzyme. Parce qu'il y avait une autre voie, c'est la voie des récepteurs de mort. Donc on n'a pas montré cette voie dans votre polycopie, mais il y avait une similarité. Le débat ou bien le début est différent, alors que la suite, la fin, c'est même chose. Il y avait la formation du corps apoptique à la fin. Donc, on commence dans la voie de perforine granzyme. On explique qu'il s'agit de quoi? Ce schéma-là. Quels sont les différents stades de la réaction cytotoxique? Alors ici, on a la cellule LTC cytotoxique en face de la cellule cible. Lorsqu'il y a une rencontre entre le TCR et un antigène porté par le CMH1, par spécificité, la cellule, elle établit le synapse. Donc, non, c'est la cellule cytotoxique, ça c'est la cellule cible. Le premier, ou bien la première interaction est effectuée entre la cellule cible. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a du CMH, hein, qui porte l'antigène. Et la cellule cytotoxique
portent le TCR avec leur CD3 et bien sûr le CD8. Ça, c'est la première interaction. L'interaction donc est renforcée par des molécules d'adhérence afin de former ce synapse, en laissant ce qu'on appelle la fente synaptique. يعني بقى الوسط comme une fente فراغ entre cette cellule et cette cellule. Voilà, de cette façon, afin de concentrer les granules lithiques qui sont sécrétés par la cellule cytotoxique. Donc, bien sûr, le synapse est établi entre le CD22 et le CD45R. Non, la cellule CD45R et le CD22. CD22. Voilà. Ici, on a le LFA1 avec le CD2 et il y avait le LFA1 avec le ICAM et on a le CD2 avec le LFA3. Voilà. Donc, une fois le synapse est établi, il y avait la cellule cytotoxique qui exprime ce qu'on appelle la cathepsine. Donc, le cathepsine est exprimé au niveau de la cellule cytotoxique, la membrane, pour protéger la membrane de cette cellule contre l'attaque de perforine et de coenzyme. Vous voyez, donc, la cellule, leur membrane de lymphocyte cytotoxique est protégée. Donc, cette cellule, elle sécrète l'exocytose, c'est l'exocytose, le contenu des granules lithiques au niveau de la fente synaptique. Les enzymes lithiques se trouvent libres au niveau de la fente synaptique et alors traversent par suite la membrane pour être au niveau du cytoplasme. Donc, le perforine, quel est le rôle? Et granzyme, quel est le rôle? En vert, c'est de granzyme. En rouge, les points sont de perforine. Donc, perforine, comme le nom indique, il provoque la formation des pores. Donc, il s'organise, il forme des pores. Alors que granzyme rentre à travers ces pores, c'est lui qui va induire l'activation des protéines apoptiques ou bien pro-apoptiques. Donc là, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de l'apoptose ou bien de la mort cellulaire programmée. C'est-à-dire vers la fin, il y avait l'activation des enzymes nommées caspases. Il y a une famille des enzymes caspases qui intervient dans ce processus de l'apoptose. Donc, le granzyme rentre au niveau du cytoplasme par deux mécanismes. Soit la perforine forme des pores au niveau de la membrane de la cellule avec un diamètre de 16 nanomètres. Donc, il y avait des pores, puis le granzyme rentre directement à travers ces pores. Comme c'est pour le fonctionnement de fragment C9 de complément. Donc, lorsque le complément est activé, il y a le C8. Donc, le C9 provoque comme des pores, un poly. Déjà, on dit poly C9 et non pas C9. Donc, poly C9. Donc, des fragments de C9 s'organisent et forment des pores et provoquent la lyse de la cellule cible. Alors, ici, c'est presque le même mécanisme. Donc, il y a formation par perforine des pores et granzyme rentre. Ou bien, l'ensemble de perforine granzyme est tendocité vers la cellule cible. Les endosomes, bien ces vésicules, se trouvent libres au niveau de la cellule. Puis, le perforine forme des pores au niveau de ces endosomes et le granzyme quitte les vésicules ou bien les endosomes et se trouve libre au niveau du cytoplasme. Donc, soit les pores au niveau de la membrane et le granzyme rentre direct, ou bien l'ensemble est endocité
Et le perforin forme des pores au niveau de la vésicule d'endocytose, au niveau des endosomes. Donc cette voie est plus rapide que cette voie, bien sûr. Mais les deux existent, donc sont détectés dans la membrane de la cellule cible. Granzyme, qu'est-ce qu'il fait après? Donc le granzyme, tout d'abord, il va activer par clivage. Donc il y avait une activation par clivage. C'est comme également pour les protéines de complément. On a une protéine inactive, C1, C2, donc C2, C3, C4, C5, كامل يكونوا inactifs. Lorsqu'on lise, il y avait comme des convertases. Donc la lise de ces protéines provoque leur activation. Alors c'est le même mécanisme ici. On a une protéine nommée BID, est clivée par granzyme. Granzyme clive la protéine BID pour donner une BID tronquée. Tronquée à l'état actif. Cette BID tronquée va activer des protéines pro-apoptiques nommées BAD, BAC et BAX. Donc, toujours sont des protéines pro-apoptiques. Ces protéines, واش راح يديروا؟ راح يتوجهوا les mitochondries. Sont dirigés vers les mitochondries, ils provoquent des pores au niveau des mitochondries. Au niveau des mitochondries, donc, il y a la formation des pores. Dans la membrane externe des mitochondries, ce qui provoque la libération d'un cytochrome, nommé cytochrome C, d'un endonucléase G et d'un facteur nommé AIF, au niveau de la membrane externe de l'espace intermembranaire. Alors, pardon, donc l'AIF désigne apoptosis inducing factor, ou bien en français, c'est facteur induisant l'apoptose. Bien. Donc, le cytochrome, qu'est-ce qu'il va faire? Le cytochrome se lie avec un facteur nommé APAF, l'APAF1, pour former comme un complexe cytochrome. Donc, on a deux fragments de cytochrome C, deux molécules, se lie avec l'APAF. L'APAF également, c'est une protéine, existe à l'état inactif. Lorsque le cytochrome C se lie, devient active. Qu'est-ce qu'elle fait? La protéine, lorsqu'activée par cytochrome, elle va activer le procaspase 9 en caspase 9. Là, ici, c'est un caspase régulateur. C'est mon caspase, enzyme, caspase régulateur. Donc, le caspase se lie ici pour former un complexe nommé un apoptosome. Le rôle de l'apoptosome, c'est quoi? L'apoptosome, c'est qu'il active, toujours par clivage, il clive le procaspase 3 pour donner le caspase 3. Le caspase 3, c'est un caspase effectrice. C'est une enzyme effectrice, donc il fait. Alors ici, il régule. Et bien sûr, il faut signaler que l'APAF, c'est l'abréviation de apoptosis protease activating factor, ou bien en français, facteur activant une protéase apoptique. Donc, l'ensemble de l'endonucléase G, l'AIF, apoptosis inducing factor, et le caspase 3, effectrice, c'est-à-dire un travail en coopération. Travail en coopération ou bien en synergie et provoque la fragmentation des organites. Donc, ou bien elle fragmente la cellule, elle fait la dégradation de l'ADN et l'ensemble de ces fragments est délimité par la membrane de la cellule cible elle-même en formant ce qu'on appelle les corps apoptiques. Vous voyez, on a des membranes cellulaires comme ça, quand la cellule comme ça, rond, grand et tout, devient comme des petits fragments nommés corps apoptiques. Corps, HSM, apoptique. Vous voyez,
Et chaque corps renferme des débris, des acides nucléiques, des restes de mitochondries, des lysosomes, etc. Voilà. Et puis, on a des mitochondries, généralement, ou bien, généralement, sont des mitochondries, des macrophages, cellules phagocytaires. Pardon. Les cellules phagocytaires phagocytent ces corps apoptiques. Et voilà, il y avait l'élimination de la cellule cible. Et parfois, il faut signaler, c'est que les chercheurs ont trouvé, c'est que après la phagocytose des corps apoptiques, parfois des déterminants antigéniques ou bien des épitopes d'origine virale sont présentés par la cellule phagocytaire, la cellule, les macrophages ou bien les cellules dendritiques au niveau de CMH, 1 et 2. Donc, au niveau de CMH 1, donc elle va également régénérer ou bien activer ou bien intervient dans l'activation de la cellule T cytotoxique. Donc, elle forme comme un cercle vicieux comme ça. Bon, pardon, il y a l'activation des LT-CD8. Voilà concernant la réaction immunitaire cellulaire. J'espère que j'étais claire dans l'explication et je vous souhaite un bon courage. Merci.